Et en présence des lecteurs de Mediatico et des adhérents qu'on remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui, nous recevons Frédéric Bardot. Bonjour Frédéric. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Simplon.co, qui est une école de codage informatique ouverte à tous. Elle est gratuite. Avant ça, vous avez fait Sciences Po, vous avez fait Saint-Cyr, vous avez été parachutiste dans l'armée, vous avez cofondé l'agence Limite, vous avez été formateur au CELSA. Bref, vous êtes un serial entrepreneur, je pense qu'on peut dire ça. Vous êtes aussi administrateur très actif du mouvement des entrepreneurs sociaux, qui réunit 850 membres et qui porte la voix des entrepreneurs sociaux auprès des pouvoirs publics pour faire bouger les lignes. Et en ce moment, ce mouvement des entrepreneurs sociaux, le MOVE, il lance les premières universités d'été pour l'économie de demain. Au même moment que le MEDEF tient ses propres universités d'été, quel est le message qu'il y a derrière ce timing et derrière ces universités d'été pour l'économie de demain ? Effectivement, l'idée, c'est de porter une autre voix, de dire qu'il y a une économie, voilà, et qu'il y en a une autre économie, il y a une autre manière de faire de l'économie qui est un petit peu plus respectueuse de l'homme et de l'environnement, parce que c'est son propos initial. Donc c'est pas juste le profit ou l'activité économique, ce qui est très très sain. Simplon est une entreprise, j'ai aucun problème avec les entrepreneurs, ça crée des emplois, etc. Mais il y a une économie qui se dirige spécifiquement sur l'impact positif, et cette économie-là, elle n'avait pas de moments de rassemblement comme ça, comme l'ont les partis politiques, comme là le MEDEF. Et donc l'idée, effectivement, c'était de réunir toute cette économie à impact. Et donc c'est au-delà du MOVE. Il y a le MOVE, le Centre des jeunes dirigeants, Ashoka, plein de réseaux, pour la première fois, se sont unis autour d'un cahier des charges commun. Et donc c'est pas que l'économie sociale et solidaire, il y a aussi les Bicorp, les entreprises à mission, les entreprises à impact, les entreprises et leurs actions RSE aussi. Donc voilà, c'est pas de chapelle, pas d'histoire de statut, on se rassemble autour d'un objectif commun. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail, mais d'abord pour bien comprendre comment c'est né ce projet d'université d'été pour l'économie de demain. Quel est le format si on va à la cité universitaire, là, qu'est-ce qu'on trouve sur place? Quels sont les intervenants que vous avez invités et quel est le public que vous attendez? Écoutez, c'est drôle parce qu'en fait, cette idée, c'est une idée que j'ai eue de faire ces universités d'été, et c'est ici, dans cette salle, qu'elle est née, il y a un an, quasiment jour pour jour, ici au Grand Voisin, dans cette salle. C'est pas un hasard si c'est vous qui êtes invité aujourd'hui pour cette rentrée. Moi, je crois que les planètes sont bien alignées. Donc, on avait envie de se voir avant la rentrée donc de l'année dernière pour se dire qu'est-ce qu'on va faire en termes de plaidoyer, qu'est-ce qu'on va dérouler comme action sur cette année-là, et c'est arrivé le lendemain de la démission de Nicolas Hulot. Et donc en fait, notre discussion qui devait être un petit peu générale sur qu'est-ce qu'on fait cette année, on était tous un peu abasourdis par cette démission, comme beaucoup de gens, beaucoup de Français. Et on s'est dit, mais il faut absolument qu'on... Parce qu'il avait dit, je me suis senti seul, et comme j'étais seul, je suis parti. Et vous avez lancé ce hashtag « Tu n'es pas seul, Nicolas ». Tu n'es pas seul, Nicolas. Voilà. Donc on lui montrait qu'il y avait vraiment une autre économie, que qu'il n'était pas seul. Et donc c'est de là qu'a germé l'idée de faire un mouvement transpartisan, peu importe le statut, peu importe la chapelle de l'économie sociale et solidaire, le Bicorp, les labels, on s'en fiche. On est tous alignés, on a un common ground, un socle commun. Et donc voilà, l'idée, elle est née dans cette salle. Et donc le format, c'est très très classique là par contre. On a des super intervenants bien entendu, des panels complètement incroyables. On a vraiment des grands patrons, on a des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, on a par exemple Nicolas Chaban de C'est qui le patron. On attend 2000 personnes et le choix qui a été fait, c'est l'université d'été de l'économie de demain. Donc elle s'adresse prioritairement aux entrepreneurs ou aux porteurs de projets ou aux gens de l'écosystème économique. Alors pendant l'été là, j'ai regardé un petit peu votre compte Twitter et votre présence sur les réseaux sociaux. Vous aviez déjà promis au milieu de l'été un discours d'ouverture, pas piqué des hannetons. Vous pouvez nous le refaire en très court ? Très court, l'idée c'était de déplorer l'absence de mobilisation forte du gouvernement sur cette thématique-là, parce que clairement il y a quelques politiques qui sont dans ces universités d'été, mais on n'a pas, comme MEDEF, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, enfin voilà, on n'a pas le même poids politique, et c'est quand même un petit peu bizarre parce que beaucoup de gens sur toutes les lèvres ont cette histoire d'écologie. Il y a des appels vibrants pour sauver l'Amazonie, pour le capitalisme vert, pour une autre finance, et là pour le coup il y a eu un endroit où vous les avez tous rassemblés et il n'y a pas beaucoup de politique. Donc ce discours-là, il a insisté sur le fait que c'était extrêmement bizarre. Il y a eu aussi une absence un peu criante de la part des grandes entreprises, des grands du CAC 40. Et puis après, j'ai aussi fait une autocritique de notre propre secteur qui passe souvent beaucoup plus de temps à regarder la petite différence qu'il peut y avoir entre un statut à un autre et un acteur et un autre, plutôt que de se dire qu'on ait beaucoup plus de choses en commun et que c'est plutôt le reste du monde qui est un peu différent et qui devrait être contaminé. Donc ça, j'ai
j'ai appelé à la fin des chapelles, à l'union un peu sacrée, à la convergence des luttes, pour reprendre des vocabulaires, voilà, la convergence des luttes. Et puis aussi rappeler l'urgence de la situation et donner rendez-vous à l'année prochaine, puisque l'année prochaine, bien sûr, comme l'université d'été du MEDEF, il y aura une université d'été de l'économie de demain tous les ans à partir de maintenant. C'est certain, c'est décidé, c'est un mouvement qui va s'inscrire dans la durée. Absolument. Et c'est pas juste un mouvement et un événement, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur 10 actions concrètes très fortes. Donc ça, c'était vraiment une plateforme commune. Et ça, c'était très important parce qu'elles sont très exigeantes. Vous pouvez en citer quelques-unes ? Il y a quatre piliers. Donc il y a le social, l'environnement, il y a le partage des richesses et le partage du pouvoir. Donc tout ça, c'est des mots, mais en fait, c'est des mots qui sont très engageants parce que derrière, il y a des actions concrètes. Et donc, il y a des écarts de salaire, il y a la place de l'environnement dans la conception des produits, il y a l'impact social aussi sur les salariés, mais aussi sur des produits qu'on met sur le marché. Il y a des engagements sur la gouvernance participative, sur la distribution des dividendes, le partage des richesses. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très exigeantes et sur lesquelles, que vous soyez Bicorp, entreprise à mission, entreprise ou membre de l'ESS, tout le monde est tombé d'accord là-dessus, ce qui est sans précédent. Alors, un discours fort pour l'ouverture, des actions concrètes que vous déclinez et pour lesquelles vous invitez tous les participants à s'engager. Et puis finalement, vous essayez de peser dans le débat public avec ce mouvement-là, avec ce discours-là. Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous avez l'oreille des pouvoirs publics, peut-être un petit peu au gouvernement et peut-être en dehors du gouvernement ? C'est vrai que cette année, ça a été une année difficile. Ça a été un peu la douche froide parce que quand Emmanuel Macron a été élu, il avait dans son staff et dans son écurie énormément de poids lourds de l'ESS. Je ne vais pas les citer, je pense que tout le monde les connaît. Et moi qui étais au MOVE, déjà avant l'élection d'Emmanuel Macron, le président du MOVE de l'époque, mon président, il est devenu haut commissaire à l'économie sociale. C'est Christophe Itier. Voilà. Donc là, on s'est dit, ça va envoyer du lourd parce que c'est les entrepreneurs sociaux qui ont pris le pouvoir. Et pour le coup, on a été un peu déçus. Parce que pour le coup, on a eu la suppression des contrats aidés, la suppression d'une partie de l'ISF, quelques attaques sur le mécénat et une loi Pacte ESS qui a un peu accouché d'une souris. Donc on rêvait d'une politique publique et on ne l'a pas eu. Donc effectivement, d'où l'intérêt de se rassembler, de peser, de montrer que ce n'est pas juste un petit landerneau de l'ESS, mais qu'il y a toute une partie de l'économie qui réclame une politique publique pour que l'ESS et l'impact, ça devienne la norme et pas l'exception. Alors cette semaine, Frédéric Bardot, c'est aussi la semaine de la rentrée scolaire. Quel est votre regard à vous sur le système éducatif en France et quelle est la place que peut prendre l'entrepreneuriat social dans ce système-là ? L'innovation sociale, elle existe quand l'État n'arrive pas à faire quelque chose et quand c'est pas suffisamment rentable pour que quelqu'un fasse du business avec ça. Donc on est sur ce tiers secteur. Et dans le domaine de l'éducation, il y a des solutions qui viennent de l'innovation sociale qui sont hyper opérantes sur le décrochage scolaire, sur l'apprentissage à distance, les soutiens scolaires aussi. Il y a plein de solutions qui viennent du monde de l'innovation sociale et qui sont en complément pour patcher des problèmes qui sont liés au système tel qu'il est. Et Saint-Plon en fait partie. On a 60% de décrocheurs scolaires. Mais le système de l'éducation nationale, tout le monde tire à boulet rouge sur l'éducation nationale. Nous, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. On sait que c'est compliqué d'amener des millions de personnes chaque jour à l'école, de les gérer. Et pour le coup, ce que font les profs tous les jours, en dehors de leur administration, qu'on peut critiquer comme qu'on peut critiquer toutes les administrations, c'est quand même un travail incroyable. Et tous les profs devraient être fellow Ashoka pour moi. Voilà, parce qu'eux, ils font un travail d'impact social sur nos enfants qui va se sentir toute notre vie. On a tous été marqués par des profs. Donc voilà, donc pas du tout anti-éducation nationale, mais comme tout système, il a des ratés, et c'est là où l'innovation sociale peut intervenir. Frédéric Bardot, quand on y pense, c'est quoi le modèle économique de l'entrepreneuriat social ? C'est chercher de l'argent privé pour aller financer des services d'intérêt général ? Le plus souvent, c'est chercher tous les modèles économiques possibles. Donc, quand on résout un problème qui est mal adressé et par l'État et par le marché, en fait, on ne fait pas le difficile. Donc, on a chacun nos écoles. Mais globalement, le trait commun de l'innovation sociale, c'est un financement qui est intrinsèquement hybride. Donc, il va y avoir du privé, il va y avoir du public, il peut y avoir de la subvention, du mécénat, il peut y avoir de la vente de produits, il peut y avoir des filiales commerciales. Enfin, on est obligé d'user de trésors d'énergie et de créativité pour pouvoir faire en sorte que le modèle économique permette de faire quelque chose qui n'est pas souvent bankable ou rentable. Donc pour Saint-Plon, c'est exactement la même chose. Alors justement, on va se pencher quelques minutes sur Saint-Plon, Saint-Plon.co, créé en 2013 pour mettre le numérique à la portée de tous. Vous avez connu en 6 ans une croissance absolument exceptionnelle. Vous en êtes où aujourd'hui ?
Donc effectivement, Simplon aujourd'hui, c'est presque une grosse PME, une ETI, puisqu'on est 280 salariés. Et en comptant notre réseau d'écoles partenaires en franchise, en fait, c'est presque 500 personnes. Alors qu'on a commencé, on était 4. Donc c'est vraiment effectivement une grosse croissance. C'est dans 17 pays, il y a 80 écoles Simplon maintenant, et du métier traditionnel, donc vraiment en quartier, principalement en France, en zone rurale, en quartier et en outre-mer, en ruralité aussi, et aussi dans 17 pays à l'étranger. Donc on est en Inde, on est en Afrique, on est au Liban, en Jordanie. Et les gens souvent connaissent Simplon, et vous l'avez dit tout à l'heure, école gratuite de codage. Donc gratuit, ça ne bougera pas, c'est toujours le cas. École, donc il y en a 80, donc c'est plus une école, c'est un réseau d'écoles qui est très puissant, parce qu'il est très divers. Et puis pour le codage, on est sorti du codage, on fait du codage, mais on fait aussi de l'intelligence artificielle, de la blockchain, de la cybersécurité, du numérique, mais beaucoup plus large que la partie programmation comme au début. Donc vous avez étendu votre champ d'activité. Voilà, et on a développé d'autres activités, excusez-moi, il y a aussi une activité de formation des salariés qui sont en difficulté avec le numérique, qui s'appelle Simplon Corp. Donc ça, c'est moins connu. Donc c'est pas faire de l'argent avec les salariés parce que les chômeurs, on n'arrive pas à faire de l'argent. C'est empêcher des salariés de perdre leur job et de se retrouver au chômage et de faire Simplon. Et ça, c'est une prestation que vous vendez aux entreprises. Absolument. Au titre de la formation professionnelle. Absolument. Donc ça, c'est pas gratuit. C'est gratuit pour les salariés, pour le coup, mais par contre, c'est leur entreprise qui paye. Mais c'est toujours gratuit pour les salariés. Vous avez formé combien de personnes depuis la création de Simplon ? Presque 6000. On est à 5500, 5600. Ouais. Et quel est le taux de réussite ? Comment vous mesurez le taux de réussite derrière ? C'est 75% de sorties positives. Donc ça, c'est un barbarisme administratif qui comprend les gens qui trouvent un job, les gens qui reprennent une formation, mais une vraie formation. Enfin, je veux dire, c'est pas que Simplon, c'est pas une vraie formation, mais une formation universitaire, diplômante, donc une vraie formation reconnue, on va dire. Et on compte pas les gens qui sont auto-entrepreneurs. Donc c'est 75% à 6 mois. 6 mois après la formation Simplon, 3/4 des gens ont une solution pérenne, soit déjà salariés, soit de monter en compétences. Quelle proportion de femmes ? 38%, donc ça n'a pas d'équivalent. Vous pouvez chercher. C'est pas anodin comme question parce que le monde du numérique est très très masculin. Et plus vous êtes proche du métal et du numérique technique, moins il y a de femmes. Et on cumule, c'est 38% de femmes qui sont en plus peu diplômées, issues des quartiers, réfugiés. Voilà, donc c'est pas juste leur caractère de femme qui est visé, mais c'est le fait qu'elles sont et femmes et en plus demandeuses d'emploi en difficulté. Quelle est la part des subventions ? Quelle est la part du mécénat ? Quelle est la part du chiffre d'affaires propre ? Donc mécénat plus subvention, c'est 35%. Voilà. Et sur le volume de Simplon, j'en ai pas parlé, c'est à peu près 20 millions d'euros. Donc 35% de 20 millions d'euros viennent du mécénat et de la subvention. Aussi parce qu'on fait un travail qui s'assimile à du service public et à de l'intérêt général. C'est ça. Et d'ailleurs, à ce titre-là, vous cochez à peu près toutes les cases. Vous êtes, en tant que Simplon, lauréat French Tech, lauréat La France s'engage, fellow Ashoka 2015, lauréat French Impact en 2018. Magnifique reconnaissance du monde institutionnel. Pas mal de financement à la clé. Et ça ne vous suffit pas parce que vous faites aussi des levées de fonds privés. Vous avez levé quasiment 5 millions d'euros il y a 2 ans. Vous avez encore levé 12 millions d'euros cette année. Qu'est-ce que vous en faites ? Et qui sont vos investisseurs ? Et comment vous arrivez à les convaincre ? Donc les investisseurs, c'est les investisseurs qui sont attirés par nos valeurs et qui ont les mêmes valeurs que nous. Donc au capital de Simplon, vous avez que des gens qui sont très connus dans l'économie sociale et solidaire, puisque c'est les fonds d'impact qui utilisent l'épargne salariale solidaire des salariés. Donc des gens comme Amundi ou Mirova. Il y a la Caisse des dépôts qui est en direct au capital de Simplon. Des gens comme France Active, comme Fitrust, comme Inco aussi, et comme Aviva. Donc ça, c'est des fonds d'impact investing. Donc qui sont là pour ne pas perdre d'argent, bien sûr, pas pour en gagner, et pour avoir de l'impact. Donc c'est de l'argent qui est mobilisé pour avoir de l'impact. Donc c'est un tour de table. Moi, j'aime dire que c'est les bisounours de l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment les financeurs de l'impact. Et c'est vraiment ceux qui ont les plus gros... les poches les plus profondes et qui sont le plus en mesure d'apporter des fonds propres à Simplon. Qu'est-ce qu'ils attendent comme taux de rendement ? Ils ne veulent pas perdre de l'argent, ils ont une logique de portefeuille. Alors parfois, il y en a qui perdent de l'argent sur certaines participations et ils en gagnent sur d'autres, mais la plupart en fait cherchent à ne pas perdre d'argent ou à avoir une rémunération qui est à peu près du loyer de l'argent, c'est-à-dire 5% maximum. On pourrait se dire que c'est une forme de fuite en avant ? On lève des fonds et encore des fonds pour rembourser les fonds précédents et on continue d'avancer comme ça. Est-ce que c'est une fuite en avant ? Jusqu'où irez-vous et c'est quoi l'avenir de Simplon ? Dans l'histoire de Simplon, il y a eu une partie fuite en avant qui était liée au fait qu'on n'avait pas notre modèle économique et donc on était déséquilibré vers l'avant avec une grosse croissance, mais en fait on perdait de l'argent et donc on creusait un trou. Mais on était sûr qu'on allait tomber sur un modèle économique parce qu'on répond vraiment à 2 besoins. Les boîtes cherchent des développeurs,
et les gens sont au chômage et sont capables d'être développeurs. Donc les premières levées de fonds de Simplon, elles renflouaient en fait un problème de modèle économique. La dernière levée, c'est une vraie levée d'investissement et de croissance, et on n'a pas vocation à relever de l'argent derrière, puisque maintenant, on a posé notre modèle économique. Et la deuxième chose, c'est que maintenant, on va commencer à changer de changement d'échelle. On a beaucoup cru par nous-mêmes. Maintenant, on va croître avec des partenaires, et on va essayer de grossir l'impact de Simplon sans grossir Simplon. Et donc sans avoir besoin à nouveau de fonds propres. Avec le système de franchise ? Avec le système de franchise, avec ce que moi j'appelle les Justice League, c'est-à-dire les consortiums de super-héros. Donc on va travailler de plus en plus comme on le fait avec Singa, avec Article 1, avec d'autres gens. On va jouer collectif, on va aller collecter de l'argent ensemble et on va faire des programmes ensemble. Merci Frédéric Bardot. Avec plaisir, Une dernière question quand même. Vous nous avez parlé de l'avenir de Simplon, mais vous qui êtes si plein d'énergie, quels sont vos projets à vous ? Moi, mes projets, ils seront dans le périmètre de Simplon. Je n'ai pas une autre idée d'entreprise derrière. Donc ça, je rassure mes investisseurs, ma femme et tous les salariés de Simplon. En revanche, il y a quelque chose dans Simplon qui m'intéresse particulièrement, c'est la Fondation Simplon. Et donc, dans les prochains mois et années, peut-être qu'il se pourrait qu'en plus de Simplon, je dédie pas mal d'énergie à ce que Simplon ait un vrai bras armé philanthropique. Et il se pourrait même, ça c'est un scoop pour Mediatico, que par exemple les parts sociales que je détiens de Simplon, je les donne à la Fondation Simplon, pour que la Fondation Simplon soit actionnaire de Simplon et plus Frédéric Bardot, et qu'on puisse en aller encore plus loin dans l'impact social. Mais ça, je ne l'avais jamais dit en public. Il y a plusieurs cofondateurs chez Simplon. Vous avez combien de parts ? Moi, je suis majoritaire. Majoritaire, Ouais. d'accord. Est-ce que les autres coactionnaires pourraient s'inscrire dans le même mouvement ? C'est une démarche personnelle. C'est une démarche personnelle. Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour ce scoop, Frédéric Bardot. Merci d'avoir accepté l'invitation de Mediatico ici au Grand Voisin et d'avoir répondu aux questions des lecteurs de Mediatico. On vous souhaite une très belle continuation. Merci, vive Mediatico.